Donc, il est 13 heures. Nous allons commencer ce webinaire qui va donc durer une demi-heure. Bonjour à ceux qui sont là. Euh, Hop, un petit message qui m'apparaît. Donc, je vais démarrer ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Étienne Leroy. Je suis coach, je suis intervenant à l'IFOD depuis quelques années maintenant. Et à l'IFOD, j'interviens sur l'accompagnement des dynamiques collectives et en particulier ce qui a trait au coaching d'équipe. Par ailleurs, je vous en parle parce que ça va donner une coloration à mon propos. Par ailleurs, je suis bioacousticien et ornithologue, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions sonores, en particulier entre espèces d'oiseaux. Alors, je vais partager sans plus tarder mon support. Hop, le temps étant compté. Voilà, donc j'ai le plaisir de clôturer une série de 5 webinaires sur la thématique du leadership. Alors, une clôture, c'est aussi toujours une ouverture à autre chose. Donc là, l'idée, c'est que nous puissions aborder le leadership sous un angle un petit peu différent de toutes les belles choses qui ont été abordées durant les webinaires précédents. Et donc, le titre qui a été choisi, c'est celui-ci, Être leader écosystémique, l'approche par le coaching d'équipe. Tout ça peut paraître un petit peu mystérieux, hein, et donc, mais je vais essayer pendant ces 20 minutes et les 10 minutes qui suivent, hein, d'éclaircir tout ça et de poser peut-être les bases de quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on écoute, ce qu'on entend habituellement. Donc voilà ce que je vous propose, hein, c'est une exploration très subjective avec des images, des dimensions de l'approche écosystémique applicable au leadership. Peut-être d'ailleurs pour renouveler la définition du leadership, hein, comme le disait Violaine dans un des premiers webinaires, il y a effectivement beaucoup de définitions possibles, peut-être un peu trop. Et comme il y en a trop, bah, je vais en rajouter une dans la question de l'écosystémie. Et puis, à côté de ça, en parallèle, hein, puisque nous sommes dans le cadre de l'IFOD, hein, je vais vous proposer une réflexion sur l'intention du coaching d'équipe par rapport au développement de ces différentes dimensions. Et donc, tout ça va durer à peu près une vingtaine de minutes, suivi de questions et de compléments de votre part. Donc, quand le webinaire sera fini, j'enlèverai la vidéo et je prendrai vos questions que vous mettrez sur l'espace de discussion, vos questions, vos remarques, vos apports, enfin, tout ce que vous voulez. On va essayer de fonctionner en intelligence collective autant que faire se peut. Donc voilà très rapidement pour le cadre, qui je suis et le contenu de ce webinaire. Donc, je vais rentrer dans le propos avec une première image. Alors, ce que nous voyons là, ce sont des éléphants, bien évidemment. Ces éléphants, c'est une photo qui a été prise au Malawi. Alors, pourquoi au Malawi? Donc, vous savez, c'est un pays d'Afrique australe. C'est un pays dans lequel, en 1998, un certain nombre de scientifiques se sont réunis pour poser les principes de l'approche écosystémique. Je vous ai mis, si ça vous intéresse, la référence en anglais. Elle doit exister en français peut-être, mais je l'avais en anglais sur le site de la FAO. Alors, donc, que signifie l'approche systémique dans cette optique? C'est avant tout une méthode de gestion centrée sur le respect des interactions. Moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est la notion de méthode de gestion. Or, management, gestion, ce sont quand même des termes qui se connectent. Et la notion de respect des interactions. Donc, on est vraiment dans cet environnement-là, c'est-à-dire comment aborder les sujets liés aux interactions avec un certain nombre de principes, hein, issus à l'origine de l'accompagnement ou de la gestion des milieux naturels. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est en quoi cette dimension approche systémique peut être pertinente pour les groupes humains? Parce que là, on a vu des éléphants, ok, très bien, mais en quoi ça peut être structurant, inspirant pour les groupes humains? Alors là, je vais chercher une citation que j'aime bien, d'un monsieur que j'aime bien aussi d'ailleurs, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui est Bruno Latour. Bruno Latour, c'est un des penseurs les plus importants et peut-être les plus incompris de ces dernières décennies. Il est extrêmement connu dans les milieux anglo-saxons, un peu malheureusement, nul n'est prophète en son pays, un peu moins chez nous.
Et donc, il y a cette phrase que je suis allé chercher parmi plein d'autres de lui qui auraient pu faire l'affaire, c'est: «La compétence suit la performance et ne la précède pas». Donc j'ai mis une petite phrase là pour essayer de donner du sens à cette phrase. Donc nous nous construisons par la rencontre avec ces êtres qui nous apprennent ce que nous sommes quand nous le faisons. Ce que ça veut dire par rapport à notre sujet, cette notion de performance, c'est pas une performance au sens opératoire du terme. C'est pas la notion de performance au sens où on l'entend habituellement. C'est, la performance au sens où je fais quelque chose. Je fais quelque chose, je tente quelque chose, j'opère, hein, je fabrique, mais ça comme vous voulez, je reçois et ça je le fais, cette action, je la pose dans un système interactionnel. Ça. C'est la qualité de ce système interactionnel qui me rend compétent. Donc, ça pourrait être d'ailleurs ce que je vous raconte, une espèce de baseline, hein, de l'intelligence collective. Je ne l'ai jamais présenté comme ça dans mes cours à l'IFOD et c'est l'avantage des webinaires, c'est que ça amène à creuser les sujets dans une certaine direction et à finalement aborder les choses sous un angle un petit peu différent. Donc voilà, la compétence suit la performance, elle ne la précède pas. Et ceci posé, il m'a semblé pertinent de considérer que l'approche écosystémique, qui donc, je le redis, s'est nourrie d'abord dans la gestion des milieux naturels, peut tout à fait être abordée pour ce qui est des groupes humains et à ce travers identifier les caractéristiques d'un leader écosystémique et ce que peut le coaching par rapport à ça. Donc les images qui suivent, les diapos qui suivent, reprennent à chaque fois un des principes de l'approche écosystémique. Un des principes, donc je vais à chaque fois m'efforcer, il y en a 12, hein, comme je disais tout à l'heure, là j'en ai retenu de mémoire 4, parce que certains me semblaient un petit peu difficiles à utiliser. Donc j'en ai gardé 4 et à chaque fois, pour chacun de ces 4, je vais l'expliciter, hein, le ramener effectivement au système humain et voir en quoi ça peut être inspirant pour une approche de leader, une identité de leader, et en quoi ça peut caractériser aussi l'intention du coaching. Alors, j'ai commencé avec le principe numéro 2. L'image que nous voyons, c'est une hêtraie qui, je pense, se situe au Pays Basque, dans les Pyrénées. Et ce principe numéro 2 nous dit ceci: la gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base. Donc, à chaque fois, sur chacune de ces diapos, vous voyez, j'ai posé deux sujets, un premier qui a trait au leader, un deuxième qui a trait au coach. Ce que j'ai mis là pour le leader, hein, je le lis rapidement, c'est renoncer à maîtriser d'une certaine façon pour peut-être maîtriser d'une autre façon, loin des vérités surplombantes. Ma proposition, donc, puisque je vous propose finalement une sorte de portrait robot du leader écosystémique. Alors, j'aurais pu également, dans mon propos, jouer une toute petite parenthèse, argumenter sur le fait que la posture écosystémique du leader est un must, si vous voulez même passer l'expression, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Mais bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement au sujet. Et donc, là l'idée, si vous voulez, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui renonce finalement à s'adosser à des procédures, à un cadre rigide dont il serait le seul détenteur. Vous voyez, quelqu'un qui, pour reprendre une vision de l'autorité que j'aime bien, quelqu'un qui créerait de l'incertitude, en fait, vous voyez, hein, qui serait au centre du jeu et qui distribuerait notamment les mécanismes de reconnaissance, les informations selon son bon vouloir. C'est quelqu'un, vous voyez, qui fait vivre un système horizontal, hein, un système horizontal, un peu comme un système racinaire, c'est ce que j'ai voulu exprimer avec cette photo. Et on sait d'ailleurs que depuis quelque temps, les arbres communiquent pas mal entre eux. Alors pour le coach, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'intention du coach, hein? Donc, vous voyez que dans mon approche, j'essaye de considérer qu'il y a une forme possible d'alliance entre le leader et le coach pour le développement de ses qualités écosystémiques. Et finalement, voilà, pour le coach, l'intention du coach par rapport à ça pourrait être effectivement de rendre possible, faciliter, permettre la conscientisation d'une autre façon d'être ensemble. C'est-à-dire sortir du cadre préétabli, pour explorer ensemble d'autres façons de se connecter, respectueux des énergies propres à l'équipe. Donc là, c'est vraiment très important pour moi dans ma pratique de considérer qu'il n'y a pas il y a pas de modèle prédéfini. D'ailleurs, je travaille assez peu avec des modèles prédéfinis.
qu'il n'y a pas de modèle prédéfini, que chaque fois, chaque coaching est une aventure qui a fondamentalement pour objet de connecter différemment les gens, ce qui suppose donc forcément qu'il y ait en parallèle, peut-être avec un coaching individuel, ou pas, ça peut le faire sans, un travail avec le coach sur cette conscientisation d'une autre façon d'être ensemble. Donc voilà pour le principe numéro 2. Je surveille ma montre en parallèle. Il me reste 10 minutes. Le principe numéro 6, la gestion des écosystèmes doit se faire à l'intérieur des limites de leur dynamique. Donc là aussi, c'est quelque chose moi, qui me semble tout à fait essentiel dans une démarche de coaching d'équipe, c'est de travailler effectivement sur les identités, sur ce qu'est l'équipe et ce qu'elle n'est pas. Donc la photo que nous voyons là, je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est la plaine de la Crau. La plaine de la Crau, c'est une aire protégée qui se situe au bas des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Et alors, c'est tout à fait significatif parce que c'est un lieu très menacé, qui a encore ses dynamiques propres, mais qui est entouré de zones industrielles, de zones de stockage. Et donc voilà, donc c'est tout à fait travailler sur cette zone, c'est vraiment prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de ces frontières spécifiques. Donc, ça suppose pour le leader en termes de développement de soi, c'est travailler sur la logique de territoire, ce qu'est l'équipe et ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que très souvent, la notion d'équipe, elle est au fond assez vague et elle désigne une entité qui n'est pas forcément très claire. Souvent, on parle d'équipe, mon équipe ou mes équipes. Vous voyez, et là, on a une espèce de machin de plusieurs dizaines de personnes avec des identités, des interactions qui sont parfois assez faibles. Et donc, voilà, être un leader écosystémique, c'est déjà définir spécifiquement les éléments de l'équipe. Quel est son territoire, quelle est sa mission spécifique et quelle est son identité spécifique en termes de valeurs, en termes de ressources, en termes de mission, ce qu'elle est fondamentalement. Ça peut paraître une évidence, et en fait, non, parce que, pour le dire autrement, un organigramme ne suffit pas à dire ce qu'est l'équipe et ce qu'elle n'est pas. Et donc, pour le coach, en regard de cela, en accompagnement de cela, c'est donc faciliter le travail sur les éléments d'identité, ainsi que sur les frontières qui ne sont pas forcément des frontières étanches, qui peuvent être des frontières plus ou moins poreuses. Euh, il y a un mécanisme assez fascinant quand on s'intéresse à l'approche écosystémique appliquée à des milieux naturels. Et la plaine de la Crau en est un bel exemple, et ça peut tout à fait faire image par rapport à certains systèmes humains. C'est que, en fait, quand vous réduisez trop le territoire, eh bien, en fait, il y a des sortes de mécanismes d'effondrement. C'est-à-dire que il n'y a plus suffisamment de dynamique interne pour que la vie circule. Et on le voit très bien, notamment sur les forêts. Quand la forêt est trop petite, eh bien, tout ce qui caractérise les mécanismes de circulation, de l'ensemble des interactions, tout ça s'arrête parce que le territoire est trop petit. Donc voilà, il y a un aspect qui me semble essentiel dans le propos, dans l'approche du leadership par l'écosystémie, c'est de à la fois travailler sur les frontières et travailler sur comment les frontières se connectent. Ce qu'on pourrait appeler le management du contexte. Vous voyez comment l'équipe définit à la fois son territoire et caractérise la façon dont elle va communiquer avec son environnement. Il y a une histoire, j'y pense en vous parlant, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait vraie, mais elle est tout à fait exemplaire. Donc, même si elle n'est pas tout à fait vraie, on va quand même se la raconter. On a rencontré au 19e siècle, je crois, une toute petite île au large de la Tasmanie. Donc, des gens qui étaient, paraît-il, restés entre eux pendant des millénaires. Et ils avaient régressé. Le territoire était si petit qu'au fond, ils avaient régressé à tel point qu'ils avaient, paraît-il, perdu l'usage du feu. L'histoire n'est peut-être pas tout à fait vraie, mais en tout cas, elle est exemplaire au sens où on rencontre des équipes, souvent dans des systèmes fermés, où on répète, en veux-tu, en voilà, que chez nous, c'est spécial. Et donc, voilà, le système se ferme et s'appauvrit. Donc, voilà, vous voyez, cette approche du leader et du coaching par ces principes d'écosystémie vont viser à la fois à redéfinir les territoires et à identifier les façons dont ce territoire se connecte à son environnement. Je poursuis parce que l'heure tourne et j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Donc, j'ai décidé aussi de vous présenter le principe numéro 9 que je trouve très inspirant, pardon. La gestion doit admettre que le changement est inévitable. Alors là, l'image que nous voyons,
c'est une photographie aérienne d'une forêt tropicale dans le bassin de l'Amazonie. Et c'est bien évidemment un clin d'œil à la célèbre phrase d'Héraclite. Alors Héraclite, c'est un philosophe, comme vous savez, c'est un philosophe présocratique. C'est quelqu'un qui a vécu et qui a écrit avant Socrate, donc c'était avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et donc, ce qui est tout à fait fascinant chez Héraclite, c'est vraiment une lecture de coach pour le coup, c'est qu'il y a une vision processus en fait. Tout est instable et c'est ça qu'il a voulu exprimer dans sa plus célèbre citation qui est « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve » ou « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». C'est un petit peu la même chose. Alors, ce que ça veut dire pour un leader écosystémique, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillerait sur ces principes, hein, c'est dans sa posture d'incarner le fait que vivre, c'est donc se renouveler, hein, au sein de tensions et de contraintes. Ça, c'est très important. Pas imaginer que se baigner deux fois dans le même fleuve ou entrer deux fois dans le même fleuve, ça dépend des traductions. Ça veut dire que tout passe, tout là, c'est jamais. Le fleuve, il a des rives, vous voyez, il a des contraintes, il est tenu. Sinon, il se répand, ça forme une espèce de marécage plus ou moins stagnant. Donc, le fleuve, vous voyez, il y a cette vision, le fleuve vit, s'écoule, hein, parce qu'il a des contraintes. Et donc, le leader écosystémique est quelqu'un qui travaille effectivement sur ce paradoxe que tout est en mouvement dans un environnement qui, par ailleurs, a ses contraintes et ses éléments de stabilité. Ça, c'est vraiment très important. Il y a un terme à la mode que vous connaissez tous, qui est celui d'agilité, qu'on confond parfois. Alors, on confond parfois avec la notion d'adaptabilité. Et moi, j'estime important de rappeler que tout est possible à condition d'être conscient des contraintes. Alors, pour le coach, ça suppose que le coach accompagne le changement. Enfin, moi, en tant que coach d'équipe, je suis quasi systématiquement sollicité dans des contextes de transformation, c'est-à-dire que l'équipe vit une transformation qui l'amène à reconsidérer son identité, ses frontières, et donc aussi ses dynamiques propres, hein, si je me réfère aux deux modes de gestion précédents. Et donc, pour le coach, c'est faciliter le changement, non parce qu'il est nécessaire. J'ai mis, vous savez, cet argument, il faut changer, les gens résistent au changement. Ces choses-là n'ont pas beaucoup d'intérêt, je trouve. L'intention du coach, selon moi, je rappelle que mon propos est éminemment subjectif, l'intention du coach, c'est de rendre possible ce changement en cohérence avec ce qui est accessible à l'équipe. C'est-à-dire que le coach est là aussi pour poser des protections, hein, poser des protections et aussi bien sûr des permissions. C'est quelqu'un qui est évidemment respectueux de ce qui est effectivement possible pour l'équipe compte tenu de son énergie, de son contexte, de la comment dirais-je, des formations, des personnes qui leur sont accessibles. Moi, j'aime énormément travailler dans des environnements extrêmement différents. Ça peut être aussi bien un codir qu'une équipe de concierges dans le domaine du logement social, par exemple, ou des gens qui font équipe, si je puis dire, hein, pour traiter des sujets qui leur sont propres. Et vous voyez que les représentations seront différentes, les notions de changement et de transformation devront être abordées avec une écologie différente. Voilà pour le troisième principe que je voulais partager avec vous, c'est donc le principe 9 Et je finis avec le principe 11, qui est l'approche par écosystème, devrait considérer toutes les formes d'information pertinentes. Donc là, j'ai mis ensemble le leader et le coach dans le même bateau. Ce que nous voyons là, pardon, je n'ai pas commenté la photo. Donc c'est une forêt tropicale, hein, encore. Elle est prise un petit peu différemment. Ce que j'ai voulu exprimer au travers de cet angle de vue, c'est l'infinité des interactions qui peuvent exister dans une forêt tropicale. C'est le milieu le plus riche de la planète. C'est celui où il y a le plus d'espèces végétales, animales. Enfin, c'est absolument fantastique. Et c'est là où il y a également le plus donc d'interactions. Ce sont des milieux extrêmement riches, fondamentalement riches en termes d'interaction, en termes d'informations diffusées. Et donc, euh, je mets le coach et le leader dans le même bateau, dans la même alliance, si vous voulez, hein.
au sens où là, il s'agit de faire vivre un principe de circulation. Autrement dit, un principe de collaboration ou de coopération. Bon, on pourrait distinguer les deux mots, mais je ne vais pas le faire maintenant compte tenu du temps dont je dispose. L'idée, si vous voulez, c'est qu'un système vit parce que ça circule. Qu'est-ce qui va circuler? Ben, il va circuler des informations, bien évidemment, hein, d'où le titre du principe, mais pas seulement, il va aussi y avoir des émotions qui vont circuler, et pourquoi pas aussi du leadership. Donc, vous voyez, j'aimerais finir ce très court propos par ce partage, c'est que finalement, être leader écosystémique, c'est aussi considérer le leadership comme une ressource au service de l'équipe, et que potentiellement, le leadership peut être partagé, peut circuler, même s'il y aura probablement toujours quelqu'un qui va être la clé de voûte du système. Hein, de la même façon que dans une forêt tropicale, personne n'est chef, tout le monde joue un rôle. Et pour prendre un exemple de bioacoustique, il y a dans les forêts tropicales ce qu'on appelle des rondes mixtes. Ce sont des espèces d'oiseaux différentes qui vont s'associer et qui vont ensemble parcourir la forêt à différents niveaux, depuis la canopée jusqu'à près du sol, et vont introduire dans leur mode de fonctionnement tout un tas de pratiques collaboratives qui vont se caractériser par de la circulation d'informations. Donc, il n'y a pas de chef, il n'y a pas un leader, hein. Chaque espèce, ou même chaque individu dans l'espèce, est porteuse d'une information précieuse, d'un message, de quelque chose qui va permettre à l'ensemble du groupe d'être performant, et en l'occurrence de trouver sa nourriture de manière plus certaine. Il y a quelque chose comme de la performance, au sens où Bruno Latour en parlait tout à l'heure. Il me semble qu'il me reste, oui, voilà, il me reste une diapo pour vous remercier, et aussi pour mettre donc une image qui pourrait être complémentaire de ce que je viens d'exprimer. Ça ne veut pas dire que tout est indistinct. Vous voyez, j'ai mis une image assez classique qu'on va trouver sur le web quand si vous tapez dynamique d'équipe ou coopération. L'une de ses mains ou l'un de ses avant-bras est effectivement celui du leader écosystémique, mais il a à minima, je pense, intégré les 4 principes que j'ai voulu partager avec vous. Il est la clé de voûte d'un système dans lequel, effectivement, tout circule, y compris son propre leadership. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je jette un œil sur ma montre. Il est 13h22. Donc, je vais arrêter de partager. Et si vous avez des questions, des remarques, euh, des, des retours d'expérience, je suis entièrement à votre écoute. Je laisse un temps de silence. J'ai Timothée qui me dit que c'était très bien, mais qui doit y aller. Donc, merci Timothée pour ton message. À la prochaine. Alors, il y a Bouchra. Peux-tu me faire un retour d'expérience de ton approche lors d'un coaching d'équipe? Alors, il faudra que je choisisse, quels sont les freins que tu peux rencontrer. Alors, il y a plusieurs. Je vais prendre un exemple récent, Bouchra. Des gens que j'ai vus, hier, enfin que j'ai vus hier, que j'ai notamment vus hier, mais je les avais déjà vus précédemment, hein. Et donc, euh, je vais vous parler de cela parce que là, typiquement, c'est une start-up, ils sont 8, une équipe de 8 personnes. Et là, il y avait il y avait effectivement une logique de développer la performance, hein, des gens assez jeunes, une activité assez nouvelle.
Et mon approche a d'abord consisté à travailler avec le responsable de cette équipe, hein, le fondateur de la startup, en fonction, et j'étais pour partie sans doute, hein, animé par les principes que j'ai partagés avec vous. Donc déjà, travailler, si je reprends ensemble de choses, hein, ce qu'est l'équipe, ce qu'elle n'est pas, ces éléments d'identité. Ce sont des gens qui, les participants plutôt, enfin les membres de l'équipe ont plutôt des profils de consultants, donc des gens qui auraient plutôt tendance, vous voyez, à être centrés sur leur mission personnelle. Donc là, j'ai travaillé conjointement à deux niveaux. D'abord, effectivement, la prise de conscience du leader sur euh, la nécessité pour lui d'être avant tout centré sur les interactions plus que sur l'addition des compétences des uns et des autres. Ce qui supposait, en termes de coaching d'équipe, de travailler sur les identités, de travailler sur la nécessité de faire circuler, de partager. Oui, la notion de partage me semble essentielle. Et si je fais le lien avec ce que je viens de partager avec vous, c'est qu'effectivement, bah, ce qui est vrai en termes de process, en termes de cadre, à un moment donné, ne sera pas forcément 2, 3 mois, hein. Notamment, c'est pour ça que je prends cet exemple d'une startup qui est dans un environnement extrêmement mouvant, qui est dans un contexte qui se construit en permanence. Et donc voilà un exemple, hein, d'un accompagnement où finalement, avec le recul, je me dis que j'ai travaillé avec les principes de l'écosystémie. Je ne l'ai pas présenté comme ça au client, hein, ça aurait pu lui faire peur, il n'aurait pas forcément compris. Alors les freins, je reprends je prends la question numéro 2. Alors les freins sont assez classiques. Bon, de manière générale, hein, je ne parle pas de cet exemple-là. Les freins, c'est que donc, qui dit écosystémie, dit interaction, dit donc relation. Or, en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le fait d'être relativement solitaire dans son coin, à traiter six sujets en étant, vous voyez, seul responsable de ce que l'on fait, avec peut-être juste voilà, un chef qui vous guide, qui vous soutient, qui vous dit ce qu'il faut faire, ça peut paraître un petit peu lassant, un petit peu vintage de vue de loin, mais en fait, c'est encore très présent et c'est finalement assez confortable. Donc, le principal frein, si je devais répondre précisément à la question de Bouchra, c'est la difficulté à se sentir finalement co-responsable, à passer d'une logique où je suis responsable, moi, à titre personnel, de mes activités, à une logique où je suis co-responsable de ma performance. Vous voyez, c'est vraiment la question de la tour, hein. C'est-à-dire que comprendre qu'effectivement, je suis compétent parce que je suis performant avec les autres, c'est ça que dit la tour en fait, hein. Pas parce que je suis compétent dans mon coin derrière mon bureau, parce que je suis compétent dans la relation à l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si intuitif que ça. C'est assez formidable quand on l'expérimente, et c'est peut-être ça le travail du coach d'ailleurs, de permettre un cadre qui va nous construire ça. Et voilà, en tout cas, Bouchra, les premiers éléments de réponse que je pourrais donner. Alors, il y a Stéphanie. Cela se rapproche-t-il de la forme de leadership relationnel qui semble se substituer à toute forme de leadership d'avant? Oui, je serais assez d'accord avec toi, Stéphanie. Oui, ça s'en rapproche. En tout cas, c'est relationnel et c'est situationnel, hein. Quand dans le petit pitch qui présentait ce séminaire, j'avais dit que finalement, le leadership d'aujourd'hui me semble devoir être situationnel, justement parce que, et c'est ce qui donne toute la saveur et l'intérêt du coaching d'équipe aujourd'hui, c'est que nous sommes, enfin, je ne vais pas me lancer dans des considérations trop perchées, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde fondamentalement instable. J'ai envie de dire, nous vivons dans un monde héraclitéen, en fait. Et nous sommes en train de sortir d'un monde cartésien, hein, où je reprends une phrase de Descartes, où le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Alors, on utilise beaucoup le mot bon sens depuis quelques temps, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ça ne veut plus dire grand-chose et on rentre vraiment dans une période héraclitéenne extrêmement instable avec ce que ça peut susciter d'angoisse et puis aussi bah, d'ouverture à des façons de faire différentes. Et enfin, si je fais ce métier-là, c'est que je trouve que le coach a vraiment, enfin, le coach individuel et d'équipe a un rôle absolument fondamental à jouer dans cet univers-là, à condition effectivement de présenter son approche de manière suffisamment convaincante et rassurante, hein, pour permettre aux personnes de rentrer
dans cette façon d'approcher les choses qui peut effectivement sortir de ce qui se traite habituellement. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors attendez, je crois qu'il y a d'autres questions. Alors il y a Alix, cette approche semble pouvoir fonctionner pour la mise en place des questions RSE que les entreprises sont sommées d'intégrer à leur process. Je pense que oui. Alors j'ai jamais travaillé, sur la RSE, j'en suis pas un spécialiste, même si je me dis que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Hein, compte tenu de donc je compte tenu de ma sensibilité, voilà. J'aurais, je crois, beaucoup, hein, aimé travailler là-dessus si j'avais fait autre chose. Donc oui, alors justement, alors c'est très intéressant, j'y pense en lisant la question, c'est que finalement, on voit bien que cette notion de leadership écosystémique, eh bien, on peut la travailler aussi sur ces questions de RSE, c'est-à-dire sortir de considérations un peu terre à terre, savoir que bon, la RSE, c'est éventuellement juste la conformité à certaines préconisations vues d'en haut, mais que du coup, la RSE, c'est aussi un travail sur les dynamiques propres de l'entreprise, dans sa relation à son environnement humain, sociétal et environnemental. Pas Alix, ouais, mon propos à chaud par rapport à votre remarque. Je reprends les questions. Oui, voilà, merci pour votre. Ouais, il est 13h31. Je peux peut-être prendre une dernière question. Merci en tout cas infiniment d'avoir été là et m'avoir posé ces questions qui m'ont amené à préciser mon propos. Voilà, il est 32, donc la demi-heure prévue est passée. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Un grand merci à vous et puis je vous souhaite une très belle journée et vous pourrez retrouver ce webinaire donc voilà, bientôt. Et donc pensez à lire Héraclite et Bruno Latour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.